L'enfance de Joseph Sève, résumé du livre de Marc Pithiou. Chapitre 1. 2 rivières, une destinée. Il est des existences façonnées par le choc de 2 courants. Comme les fleuves se rejoignent, comme les eaux se mêlent sans jamais se confondre, certains destins émergent de ces unions improbables, inévitables. Lyon, ville née du Rhône et de la Saône, symbolise mieux qu'aucune autre cette alchimie singulière. À la confluence des rivières et des peuples, entre les quais de pierre, les senteurs de soierie, de farine et de labeur, s'esquisse l'origine d'un homme. Joseph Sève n'est pas né par hasard, il est né d'un courant profond, d'un entrelac de volontés humaines, de combats discrets, d'une rencontre que l'on pourrait croire arrangée par les fleuves eux-mêmes. 2 lignées, 2 eaux, une même ville. Tout commence en 1772. Anthelme Sévoz, fils du Buguet, quitte le silence granitique des montagnes pour le tumulte fécond de Lyon. Il a 18 ans, un baluchon de toile râpée, quelques sous cousus dans sa ceinture, et surtout l'orgueil tranquille des garçons qui ont été bercés par les vents froids et les récits de courage. À Lhuis, son village natal, l'horizon est bouché par les montagnes et les traditions. On y devient chapelier, comme son père, ou charpentier. Lui veut autre chose. Il descend le Rhône, vers le sud, vers la ville. Lyon l'appelle comme un battement de tambour. Parallèlement, sur une autre rive de la destinée, Louis Juillet, meunier de son état, quitte Villefranche en Beaujolais. Avec son épouse et ses enfants, il remonte la Saône en quête d'un avenir plus solide. Ce n'est pas un homme de rêve, c'est un homme de meule et de farine, de silences robustes et de calculs précis. Les moulins sont pour lui ce que les racines sont à l'arbre, indiscutables, nourriciers. Il s'installe à la quarantaine, sur un moulin-bateau au bord de la Saône, et perpétue un art hérité de son propre père, Claude, meunier lui aussi. 2 hommes, 2 migrants de l'intérieur, l'un descendant, l'autre remontant, unis par une même ville, un même élément, l'eau. Antoinette est l'héritage des meuniers. C'est dans cette Lyon en mutation que naît en 1764 Antoinette Juillet. Elle grandit au rythme des moulins, entre les cris des bateliers et les remous de la Saône. Sa mère lui enseigne l'obéissance, la modestie. Son père, sans le vouloir, lui transmet la rigueur. Elle observe le monde sans bruit, le cœur curieux, l'esprit affûté. Elle voit les hommes manier les sacs de grains, les femmes prier aux fenêtres, les marchands toquer aux portes. Antoinette vit au rythme des meules et des saisons, mais son esprit vagabonde au-delà des berges. Le premier croisement. Un jour de juin 1773, alors que le soleil brûle les pavés, la famille Juillet, en promenade, rencontre un jeune homme qui travaille sur un bateau-usine, Anthelme. Il tend une cruche d'eau fraîche aux enfants. Antoinette lève les yeux. Il a 19 ans, elle en a 9. Trop jeune, trop lointain, mais un battement se forme. Un instant suspendu. Une mémoire vive. Ce n'est rien encore. Juste une étincelle dans l'obscurité. Un monde en construction. Lyon est alors un vaste chantier. Le pont Morand sort de terre, les quais se pavent, les entrepôts montent. Le commerce de la soie, du blé et du charbon bâtit les fortunes. Les jésuites enseignent à la bourgeoisie montante. Anthelme, doué, y trouve refuge. Il apprend vite, l'arithmétique, la logique, la politique même. Il lit, il écoute, il rêve. Il observe aussi le Rhône, ce fleuve qui ne cède jamais, qui déborde parfois mais offre toujours. Anthelme admire cette force brute et généreuse. Il se dit que lui aussi, un jour, domptera ce courant. Une idée fixe, devenir maître. À force d'économie, de petits emplois et d'entraide, Anthelme se hisse. Il devient tondeur de draps indépendants, puis parvient à louer un premier bateau-moulin. C'est un pari audacieux, mais Lyon est une ville pour les audacieux. Il ose. Antoinette, elle, devient femme. Discrète mais observée. On dit d'elle qu'elle a l'intelligence de son père, la douceur de sa mère et une étincelle propre à elle seule. Anthelme la revoit. Il ose lui parler. Elle l'écoute. La tension monte, s'épaissit, devient promesse. Le refus du père. Mais Louis Juillet veille. Il a l'œil dur des hommes qui ont bâti pierre après pierre. Pour lui, Anthelme est encore un rêveur. Il n'a pas d'assises. Il connaît trop la précarité des affaires fluviales. Il refuse le mariage. Trop tôt,
trop risqué. Antoinette obéit, un temps. Puis, à la Saint-Jean d'hiver, elle s'enfuit. Elle traverse la ville, longe les quais, rejoint Anthelme. Leur amour n'est plus une ombre mais un feu clair. Le scandale est évité de peu. Devant leur détermination, Louis cède. Une promesse est faite. Les fiançailles auront lieu. En été. La tragédie du feu. Mais les fleuves donnent et reprennent. Le 1er janvier 1786, le moulin d'Anthelme prend feu. Un feu rapide, brutal, absolu. En une nuit, tout ce qu'il avait construit est emporté. Bois, étoffe, outils, projets. Il erre, il boit, il tombe. Antoinette ne fuit pas. Elle reste. Elle entre chez lui, s'assied et veille. Elle ne dit rien. Elle n'accuse pas. Elle offre sa présence. Comme une rivière calme qui soutient la rive blessée. C'est elle qui le relève. C'est elle qui le pousse à croire encore. Naître d'une union. Cette histoire n'est pas encore celle de Joseph. C'est celle d'un fleuve et d'une rivière, d'un homme et d'une femme, de deux lignes de vie qui, lentement, patiemment, viennent à confluer. Ce n'est pas un simple amour, c'est un socle. Ce n'est pas un simple couple, c'est une promesse à l'histoire. Et de cette union naîtra un enfant. Il s'appellera Joseph Sève. Il grandira dans les bras de la Saône et les rêves du Rhône, et un jour, il changera de nom, changera de langue, changera de monde. Il deviendra Soliman Pacha. Mais cela est une autre histoire. Chapitre 2, L'espoir, 1786. Le feu, l'amour et la reconstruction. Les cendres du passé, les lueurs de demain. Lyon, printemps 1786. Après le feu, les murs ruissellent d'humidité. La ville pense encore les blessures de l'hiver. Sur le quai de Retz, une petite chambre sent le bois humide, les herbes médicinales et l'espoir timide. Le silence y est doux, presque sacré. Là, allongé sur un lit étroit, Anthelme Sève, 28 ans, reprend lentement possession de son corps, de sa pensée, de son avenir. Il revient de loin. Son commerce est à terre, le moulin a brûlé, la maladie l'a terrassé. Mais il vit, et surtout, il n'est pas seul. Assise près de lui, lui tenant la main avec une patience de roc, Antoinette Juillet n'a jamais déserté son chevet. Depuis des mois, elle est là. Une présence constante, douce, inflexible comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Elle a tout affronté, les regards des passants, le mépris de son père, la honte sociale et surtout la peur de perdre celui qu'elle aime. Mais elle est restée, chaque jour, chaque nuit. Elle lui apportait des soupes, lavait le front, chuchotait des mots d'encouragement même quand il ne répondait plus. C'est elle qui, d'un simple regard, a ranimé sa volonté de vivre. Et désormais, alors qu'il se lève de son lit, vacillant, c'est pour elle qu'il veut se redresser. L'aide d'une femme remarquable. Mais dans l'ombre, une autre femme veille. Dame Hélène Courtet, leur logeuse, veuve respectée, silhouette sévère, cœur immense. Veuve de Jean-Baptiste Denave, premier employeur d'Anthelme, elle considère le jeune homme comme un fils, et elle agit avec une fermeté bienveillante. Elle n'a pas seulement abrité le couple discret. Elle a affronté les créanciers, négocié les délais, écrit de longues lettres à la plume, plaidé la cause d'Anthelme avec un acharnement de stratège. Grâce à elle, les huissiers n'ont pas franchi la porte. Grâce à elle, l'honneur n'est pas entièrement perdu. Car la somme à combler est immense, 54 000 livres. Un gouffre pour un homme ruiné. Mais dans ce chaos, un réseau se tisse. Les ennemis d'hier deviennent des alliés, touchés par la sincérité d'Anthelme. Des amis se manifestent. Le frère Jacques envoie des nouvelles. Il vient d'avoir un fils qu'il a prénommé Anthelme, en signe d'estime. Ce prénom, transmis comme un flambeau, réchauffe l'âme du jeune homme. L'amour résiste aux flammes. L'amour entre Anthelme et Antoinette s'est renforcé dans la douleur. Dans la discrétion, ils vivent leur lien. La société ne leur permet pas d'en faire étalage. Le père, Louis Juillet, reste intraitable.
Tant qu'Anthelme n'aura pas payé ses dettes, il n'est pas digne de sa fille. Mais l'amour ne demande pas la permission. Il s'entête. Le 10 août 1786, dans l'étude feutrée de Maître Rivat, une scène tendue se joue. Tous les créanciers sont là. Les visages sont fermés, les voix sèches. Anthelme, amaigri mais digne, présente son plan. Échelonner les remboursements sur 8 ans. Il n'implore pas. Il propose. Et cela fait toute la différence. Un à un, les créanciers acceptent. Par pragmatisme, par respect ou par fidélité. L'accord est signé à midi. Anthelme sort. Il chancelle. Sur le perron, Antoinette, en retrait, essuie discrètement une larme. Puis Anthelme s'avance, d'un pas décidé. Et dans un geste aussi audacieux que sincère, il l'embrasse. Sur les lèvres, longuement. Le murmure de stupeur s'éteint devant la puissance de ce baiser. Et puis, se retournant vers Louis Juillet, qui observe la scène à distance, « Monsieur, je vous demande la main de votre fille. » Un silence. Louis hésite, puis baisse les yeux, et acquiesce, d'un hochement de tête presque invisible. Il ne dit pas oui, mais il ne dit plus non. La nuit de la promesse. Le lendemain soir, Antoinette revient dans cette chambre du quai de Retz. Mais cette fois, il n'y a plus ni honte ni clandestinité. Ils s'aiment, pleinement, libres de toute peur. Ils se retrouvent. Leurs corps parlent une langue ancienne et douce. Ils ne cherchent pas la passion des débuts. Ils cherchent la reconnaissance, la consolation, la fusion. Dans cette nuit tiède, ils se promettent tout, une maison, des enfants, une vie partagée. Et pourtant, au matin, Antoinette se rhabille sans mot dire. Elle retourne chez ses parents, le pas léger, l'âme lourde de secrets. Quelque chose est en elle, elle le sait. Un frisson nouveau. Une vie. Le voyage à Luis. En quête de bénédiction. Pour sceller cette nouvelle étape, Anthelme propose un voyage à lui, son village d'origine, au pied des montagnes du Bugey. Antoinette accepte. Le frère Antoine Juillet les accompagne, en chaperon officiel. L'accueil y est simple mais chaleureux. Sa mère les reçoit avec émotion. Le curé Joseph Henry, vieil ami de la famille, bénit leur union à venir. Les moulins chantent. Le vent emplit les voiles de paix. Antoinette, apaisée, retrouve le goût des choses simples. Elle sourit davantage. Son regard s'adoucit. Une paix nouvelle l'habite. Le mariage de la reconquête. De retour à Lyon, les négociations reprennent. Le père Juillet tergiverse encore. Anthelme n'a pas tout payé. Il est toujours endetté. Mais la volonté est là. La fiancée est résolue. Finalement, devant l'insistance des proches, du vicaire et peut-être de sa propre femme, Louis Juillet accepte. Le contrat est rédigé chez Maître Delafont. Et le 30 novembre 1786, dans l'église Saint-Pierre, le mariage est célébré. Il fait froid, il pleut. Le père n'est pas là, il boude. Mais la mère, les amis, les voisins sont là. Et Anthelme, debout, vêtu sobrement, prononce ses vœux sans trembler. Il apprend, ce jour-là, qu'Antoinette est enceinte. Il la regarde longuement, la main sur son ventre. Il ne dit rien. Mais ses yeux brillent. Une fille, puis un fils. Le 9 mai 1787, dans la chaleur d'un printemps hâtif, Antoinette donne naissance à une fille. On la prénomme Antoinette, comme la mère. La boucle est bouclée. Le parrain est Jean-François Vernet, fidèle voisin. La marraine, Madame de Zargue, une femme discrète mais précieuse. La vie semble reprendre. Anthelme signe un nouveau contrat de remboursement. Il reprend des activités, modestes mais prometteuses. Il travaille jour et nuit. Il rêve encore. Et puis, le 17 mai 1788, un événement hors du commun. Alors qu'Antoinette se rend à la péniche pour rejoindre Anthelme, les douleurs de l'accouchement la saisissent, trop tard pour faire demi-tour. C'est sur le fleuve, dans le balancement des eaux, que Joseph Sève vient au monde. Un garçon, un enfant du Rhône, un enfant de la promesse. Fin du chapitre 2. L'espoir, 1786.
Ainsi naît Joseph, dans une ville en mutation, d'un amour blessé mais triomphant, d'un père résilient, d'une mère lumineuse. Il est le fruit d'un printemps qui n'avait rien promis, sauf la vie. Chapitre 3. Les années noires, 1788 à 1793. Le vent de la Révolution, les flammes de la pauvreté et le silence du Rhône. 1788, les prémices du désastre. Le Rhône, large et impassible, roule lentement vers la mer. Mais sous sa surface calme, la colère des hommes se lève comme une crue souterraine. L'été 1788, étouffant, précède les tempêtes. À Lyon, le ciel est bas, l'air pesant. Le peuple, las de promesses creuses, gronde. Dans la péniche amarrée en aval du pont de la Guillotière, la famille Sève vit encore dans une bulle fragile. Le moulin à drap d'Antelme fonctionne à demi-régime. Il y a des livraisons, certes, mais plus espacées, plus difficiles. Les acheteurs paient tard, le crédit manque, et les artisans se font rares. Certains partent, d'autres tombent malades. Antelme, la trentaine solide, s'échine à maintenir le cap. Il a de l'orgueil, mais pas d'illusion. Il voit les signes. Les marchés se vident, les visages se ferment. Les gens ont faim, et la faim rend dangereux. À ses côtés, sa femme Antoinette veille. Elle est enceinte de leur deuxième enfant. Leur fille, la petite Antoinette, curieuse coïncidence de prénom, joue à califourchon sur un sac de chanvre. Dans un berceau bricolé, un nourrisson dort à peine. Joseph, né dans l'eau et le tumulte. 1789, le monde bascule. Les échos de Paris atteignent Lyon comme des coups de canon lointains. La convocation des États généraux enflamme les esprits. Les affiches se multiplient. Les cahiers de doléances s'échangent sous le manteau. La foule discute, s'agite, s'enhardit. Antelme reste à distance. Il écoute, il observe. Mais il sait que le peuple ne changera pas d'un coup de serpe. Il reste fidèle à ses valeurs, aux petites choses, nourrir les siens, honorer ses dettes, réparer ce qui peut l'être. Mais Lyon, elle, s'enflamme. Et les affaires plongent. Le moulin tourne de moins en moins. Les commandes s'effondrent. Les clients ne viennent plus. Les dettes s'accumulent. Antelme vend d'abord ses outils de rechange, puis ses livres, ces mêmes ouvrages qu'il lisait à voix haute le soir, à sa femme et à ses enfants. C'est une trahison silencieuse. Il pleure en cachette le jour où il cède son exemplaire annoté de l'esprit des lois. Antoinette, maigre mais droite, s'efforce de tenir le foyer. Elle coude pour d'autres familles. Elle échange des lessives contre des œufs. Elle invente des recettes avec presque rien. Elle rassure les enfants, même lorsque son ventre vide hurle. Le soir, elle borde Joseph qui commence à gazouiller et la petite Antoinette qui réclame des histoires. Et elle invente des contes de paix et de moisson loin de la fureur des hommes. 1790, le froid, la faim et la dignité. L'hiver 1790 est cruel. La neige tombe sur Lyon comme une malédiction. Les toits fuient, l'humidité s'infiltre partout. Le feu se fait rare, faute de bois. Les enfants dorment sous des couvertures trouées, recroquevillées. Le pain, quand il y en a, est dur, moisi, parfois coupé avec de la paille. Mais on le mange quand même. Antelme vend la dernière montre de son père, puis le lit conjugal. Ils dormiront sur des paillasses. Un soir, la petite Antoinette demande « Pourquoi papa ne rit plus ?» Antoinette, la mère, répond en caressant ses cheveux. « Parce qu'il pense très fort à notre avenir. » Joseph, 2 ans, regarde en silence. Ses yeux enregistrent tout. Il n'oubliera jamais le froid, ni la honte dans les yeux de son père. 1791 à 1792. Les éclats de la rue, le silence de la maison. La ville est en ébullition. Chaque quartier a sa milice, sa rumeur, ses affiches. On crie à la liberté, mais on se méfie de son voisin. Les églises ferment. Les prêtres réfractaires se cachent. Les rues deviennent dangereuses. La famille Sève, toujours plus pauvre, déménage plusieurs fois, d'abord vers Saint-Jean, puis vers Saint-Paul. Finalement, dans une ruelle de la Guillotière, parmi les immigrés, les anciens soldats, les familles nombreuses. Ils vivent dans une pièce. Une seule. Antelme travaille encore parfois. Il transporte du bois, répare une roue, débouche un conduit,
Il est devenu homme à tout faire. Mais il reste digne. Il se rase tous les matins. Il porte ses habits élimés avec une droiture de marin. Joseph, lui, a 3 ans. Il parle maintenant. Peu. Mais ses phrases sont courtes et nettes. Il observe longuement. Il comprend sans qu'on lui explique. Un jour, il dit à sa mère « Le boulanger ne rit pas, lui non plus. » Et elle répond simplement « Parce que son cœur est vide, pas son four. » 1793. L'effondrement. L'année 1793 est celle de la chute. Lyon se divise. Les montagnards, radicaux, prennent le pouvoir à Paris. À Lyon, les fédéralistes résistent. On érige des barricades. On parle de trahison, de vengeance, de justice. Mais ce sont des mots pour les journaux. Pour les familles, ce sont des nuits sans sommeil, des courses interrompues, des cris au loin, des soldats ivres dans les rues. Anthelme ne choisit pas de camp. Il est patriote, mais modéré. Croyant, mais discret. Père avant tout. Et c'est ce qui le perd. Un matin, des hommes viennent le chercher. Une dénonciation. Une calomnie. Il est emmené pour interrogatoire. Joseph, 5 ans, voit son père partir sous escorte. Il serre les doigts de sa mère sans un mot. 3 jours d'attente. 3 nuits sans nouvelles. Puis Anthelme revient, amaigri, hagard, les mains tremblantes. Il ne dira jamais ce qu'il a vu. Il reprend sa place, comme si de rien n'était. Mais il ne dort plus. Octobre 1793. La ville tombe. Les troupes de la Convention assiègent Lyon. Les bombardements détruisent des quartiers entiers. Des enfants meurent dans leur sommeil. La famille Sève fuit vers le nord de la ville. Les exécutions commencent. Les prisons débordent. La famine rôde. Anthelme tente de reprendre un petit commerce de bois avec 2 amis. Mais les routes sont coupées. Les acheteurs ont fui. Les clients potentiels sont morts ou en prison. Il rentre un soir, le regard vide. « Il n'y a plus rien à faire ici, » murmure-t-il. Mais il reste, parce qu'il est père, parce qu'il ne veut pas abandonner. Joseph, lui, commence à comprendre. Ce monde n'est pas fait pour lui. Il ne veut pas y mourir. Il veut grandir, apprendre, et un jour, partir. Fin du chapitre 3. Les années noires. Joseph Sève n'a encore que 5 ans, mais il a vécu ce que d'autres ne vivront jamais. Le feu, le froid, la honte, la disparition, le chaos. Dans cette douleur, il s'est forgé un cœur de pierre et un esprit de lumière. Il ne sait pas encore où il ira, mais il sait déjà qu'il n'aura pas le droit d'échouer. Son nom, un jour, sera prononcé avec respect, mais pour l'heure, il est juste un enfant silencieux, aux yeux trop grands, aux rêves trop vastes pour une ville à genoux. Chapitre 4. Le temps des adieux, 1794 à 1799. Entre ruines, révélation et renoncement, un jeune garçon regarde l'horizon. Lyon, 1794. Une ville debout mais défigurée. L'hiver s'installe sur Lyon comme un manteau de plomb. Ce n'est pas seulement le froid des bourrasques qui glace les eaux, mais celui, plus profond, d'une ville meurtrie par les balles, les bombardements, les pendaisons. La guillotine ne fonctionne plus, mais sa rumeur plane encore sur les places. Les façades brûlées rappellent que les canons de la Convention n'ont laissé que peu de répit. Le silence règne. La ville parle à voix basse, en murmurant. Les murs pleurent des noms effacés. Dans les rues, on ne regarde plus dans les yeux. La suspicion est une seconde peau. La famille Sève survit, bancale, appauvrie, mais soudée. Dans un logement exigu de la Guillotière, Anthelme tente de maintenir l'illusion d'un foyer. Il répare des charrettes pour une misère. Il se loue à la journée. Il revient le soir, les mains noires, les nerfs tendus. Son regard s'est durci, son dos aussi. Son nom, jadis associé aux moulins et aux affaires, n'ouvre plus aucune porte. Antoinette, sa femme, est le roc silencieux. Elle veille à tout, aux repas maigres, aux habits raccommodés, à la dignité conservée même dans l'extrême dénuement. Elle n'a jamais été aussi grande que dans la petitesse du quotidien. Elle soutient son mari sans plainte, console ses enfants sans larmes. Et Joseph l'observe. Joseph, l'enfant qui apprend à se taire. Joseph a 10 ans. Trop jeune pour comprendre la politique, mais déjà assez vieux pour en saisir les conséquences.
Il n'a pas les mots pour dire l'effondrement, mais il emporte l'écho dans son corps maigre et son regard lucide. Il voit les adultes désespérés, les hommes aux mines sombres, les femmes qui troquent des objets pour un morceau de pain. Il voit les enfants de son âge courir les rues, fouiller les poubelles, parfois voler. Mais lui ne court pas. Il marche, regarde, apprend. Dans les rues de la Guillotière, il écoute les dialectes. Il lit les panneaux officiels. Il observe les mouvements du marché noir. Il devient une éponge. Ce n'est pas la lecture qui l'éduque. C'est la ville elle-même, une ville blessée, mais bavarde. Il rentre souvent avec un petit rien dans les mains. Un bouton trouvé, une pièce tombée, une information glanée. Mais ce qu'il ramène surtout, ce sont des pensées. Un soir, alors qu'il revient d'une commission, il s'arrête sur les berges du Rhône. L'eau est haute, tourmentée. Il la fixe longuement. Et dans le silence de la fin d'après-midi, il murmure « Moi, je partirai un jour. Je ne resterai pas ici. Ce n'est pas un caprice d'enfant. C'est un pacte. Il ne l'oubliera jamais. » L'épuisement d'Anthelme et l'évidence du départ. Anthelme, usé par les défaites successives, comprend que ses enfants n'ont aucun avenir ici. La ville qu'il a trahie ne leur donnera rien. Il regarde Joseph avec une tristesse muette. Il l'aime, mais il n'a plus la force de lui offrir un avenir. Il n'a plus qu'un choix à faire, le laisser partir. Alors il décide. Il enverra Joseph chez sa propre mère, Jeanne, dans le village de Luis, au pied des montagnes du Bugey. Là-bas, il y a encore de quoi manger, un toit solide, et surtout, l'absence de révolution. Le monde y bat plus lentement. Antoinette accepte la décision, le cœur en miettes. Elle prépare le peu de choses que Joseph pourra emporter. Une chemise, un morceau de pain sec, un petit couteau à manche de bois. Elle y ajoute une médaille bénite, en silence. Le matin du départ, la Saône est en crue. Les quais sont glissants. Joseph, sac au dos, serre contre lui le baiser silencieux de sa mère. Elle ne pleure pas, mais dans ses yeux brille une lumière douloureuse. Anthelme, lui, glisse dans la main de son fils une pièce en argent, un symbole, plus qu'une richesse. « Ne la dépense que pour repartir, dit-il, pas pour rester. » Joseph ne répond pas. Il hoche la tête. Il se tourne. Et s'en va, sans se retourner. Luis, le monde du silence et des saisons. Luis, c'est le retour aux racines. Un monde de pentes, de forêts et de vents clairs. Ici, on ne parle pas de politique. On parle de fenaison, de vendange, de mariage, de décès. Le rythme est celui des saisons, non des révolutions. La maison de Jeanne est rustique, mais propre. Elle l'accueille avec une rudesse pleine de tendresse. Ici, on travaille, et on grandit droit. Joseph découvre une nouvelle vie. Il se lève à l'aube, va chercher l'eau, coupe le bois, aide au champ. Il apprend à reconnaître les plantes, à lire les signes du ciel, à manier les outils. Il durcit ses mains, ses épaules et son caractère. Le soir, il s'endort tôt, épuisé. Mais certains soirs, un autre rituel s'installe. Marie, une jeune cousine par alliance, vient le voir. Marie. Le feu de l'intelligence et le goût des livres. Marie n'est pas comme les autres jeunes filles du village. Elle lit, elle rêve. Elle parle de géographie, d'histoire, de voyage. Elle aime parler de Bonaparte, du Nil, de ses mots venus d'ailleurs. Avec elle, Joseph découvre les livres. Il lit lentement au début, mais avec une faim rare. Il veut tout comprendre. Il veut tout savoir. Un soir, il déclare « Je ne serai pas paysan ». Marie ne rit pas. Elle lui répond « Alors il faudra partir loin et être prêt à ne jamais revenir ». Il acquiesce. Il le sait déjà. Les lettres de Lyon. Présence fantôme. Quelques lettres arrivent de Lyon, maigres, hésitantes. Une fois par saison, parfois moins. Elles disent peu. Nous allons bien. Prends soin de toi. Les temps sont durs, mais Dieu veille. Joseph comprend ce que ces silences disent. La misère n'a pas reculé. Les blessures ne sont pas refermées. Il rêve parfois d'y revenir, d'aider. Mais il sait qu'il doit d'abord s'élever, grandir, se forger un nom. Il promet de ne pas oublier,
mais il promet aussi de se sauver. 1799, la fin de l'enfance, le début d'un dessein. Les années passent. Joseph a maintenant 15 ans. Il est droit, vif, précis. Il connaît les travaux des champs, mais ce n'est pas sa vocation. Il a appris à lire, compter, écrire, penser. Napoléon Bonaparte devient premier consul. L'histoire s'accélère à nouveau. Mais Joseph, dans les collines de Lhuis, se tient à l'écart du tumulte. Il regarde les montagnes. Il pense à Marseille. Il pense à la mer, à l'Orient, aux ports exotiques, aux cartes que Marie lui montre dans ses livres. Il sent en lui une énergie. Il est trop jeune pour partir, mais trop mûr pour rester. Un soir, seul, sous le ciel étoilé, il jure « Je partirai. Je trouverai ma place, et je ne serai plus jamais un pauvre. » Fin du chapitre 4, le temps des adieux. Joseph Sève quitte l'enfance avec des mains déjà marquées par le labeur, mais un esprit affûté comme une lame. Il emporte avec lui l'amour d'une mère, la rigueur d'une grand-mère, la lumière d'une cousine et les ombres d'un père meurtri. Il ne sait pas encore ce qu'il deviendra, mais il sait qu'il est né pour autre chose. Son regard ne cherche plus ce qu'il a perdu. Il scrute ce qu'il n'a pas encore conquis. Chapitre 5. L'apprentissage. 1800 à 1805. Joseph, face à lui-même, entre silence de lion, frisson d'avenir et premier pas vers l'Orient. Retour à Lyon, la ville et les cicatrices. La République a changé de visage. Lyon n'est plus la ville rebelle, assiégée, saignée par la terreur. Les murs noircis gardent la mémoire des combats, mais un souffle nouveau s'installe. Bonaparte vient d'être nommé premier consul. Une France lasse de chaos aspire à la stabilité, même au prix d'un nouvel autoritarisme. Joseph Sève, âgé de 15 ans et demi, quitte Lhuis. Il y laisse les bois, les vignes, le silence des collines et les leçons muettes de sa grand-mère Jeanne. Il y laisse aussi Marie, sa cousine d'âme, sa complice d'éveil. Il descend à pied les routes de montagne, sac de toile sur l'épaule, cœur battant, tête haute. Lyon l'attend, ou plutôt, il retourne à elle. Cette ville qu'il a vue naître dans une péniche, grandir dans les décombres, affronter la faim et l'hiver. Il s'en souvient comme d'un lieu de douleur, mais aussi de naissance, celle de son identité, de sa volonté, de son regard. Lorsqu'il arrive dans le quartier de la Guillotière, c'est sa mère, Antoinette Juillet, qui l'accueille. Émue, amaigrie, mais droite, toujours. Dans l'appartement modeste qu'elle occupe désormais avec une de ses filles, elle serre son fils dans ses bras et lui murmure « Tu es un homme, maintenant. Mais tu resteras toujours mon enfant. » Son père, Anthelme, est plus distant. Moins par froideur que par usure. Il a tout perdu, ou presque, sauf une fierté discrète. Il serre la main de Joseph avec un hochement de tête grave, presque solennel. Entre eux, il y a peu de mots, mais une transmission sourde, celle de la résilience. Une place à prendre chez les Deschamps. Grâce à un ancien ami d'Anthelme, Joseph obtient une place d'apprenti chez les frères Deschamps, marchant en gros dans le quartier Saint-Nizier. La boutique est étroite, mais bien située, toujours animée. On y vend tout ce qui peut rapporter. Graines, toiles, savons, cordes, instruments agricoles. C'est un carrefour du petit commerce lyonnais. Le jeune Joseph y entre sans illusion, mais avec une détermination tranquille. Il n'a pas appris à séduire, mais à servir. Il n'a pas appris à parler, mais à écouter. Et c'est ce qui le distingue. Il observe les clients, anticipe leurs besoins, note leurs habitudes. Il comprend les marges mieux que ses aînés. Il recompte les pièces dans les caisses avec une exactitude maniaque. Il copie les registres comme un moine copiste. Il se tait beaucoup, mais tout le monde finit par parler de lui. À 16 ans à peine, il devient l'ombre du comptable en titre. Et bientôt, il le remplace, sans que personne ne s'en étonne. Il ne se vante pas. Il n'a pas le temps. La ville la nuit, l'étude en silence. Le soir, après le travail, Joseph traverse à pied toute la presqu'île pour rentrer. Il n'a pas de fiacre, pas de manteau chaud. Il a son carnet de notes, qu'il remplit de calculs, de mots nouveaux, de croquis mentaux. Il y note aussi les devises qu'il entend. Qui sait lire sait penser. Qui sait compter sait commander.
Dans sa chambre, minuscule mansarde au plafond bas, il s'éclaire à la bougie. Il lit tout ce qu'il peut trouver. Des dictionnaires de commerce, des traités de navigation, parfois même les bulletins des armées de Bonaparte. Ce nom, Bonaparte, revient souvent. Il l'intrigue, le fascine, le défie. Cet homme parti de rien, ce Corse devenu maître de l'Europe, incarne ce que Joseph devine être son propre destin, une ascension par le mérite, la volonté, le génie froid. Premier salaire, premier sacrifice. Lorsqu'il reçoit son premier vrai salaire, quelques pièces, il ne les dépense pas même pour un manteau neuf. Il les cache dans une boîte en bois sous sa paillasse. Chaque pièce représente une brique de sa liberté future. Avec le temps, il s'autorise un luxe, acheter un dictionnaire italien. Pourquoi l'italien ? Parce que les convois marchands partent de Gênes, parce que les routes de l'Orient passent par Naples, parce que cette langue chante dans les ports du Levant. Il commence à apprendre seul, il murmure les mots en cachette. Commercio, viaggio, nave, soldato. Le mentor inattendu, Monsieur Perrier. Un jour, un vieil homme nommé Monsieur Perrier, négociant retraité, remarque Joseph derrière le comptoir. Ce monsieur sévère au chapeau élimé pose sur le jeune homme un regard perçant. Il demande « Quel âge as-tu, garçon ?»« 16 ans, monsieur. »« Et tu tiens les comptes ?»« Oui, monsieur. »« Sais-tu lire une carte du Levant ?»« Pas encore. » Le vieil homme sourit. Le lendemain, il revient et lui tend un vieil atlas, jauni, relié en cuir. « Garde-le, il te servira. » Ce geste touche Joseph plus qu'aucune récompense. Il passe des nuits entières à explorer avec les yeux ces terres qu'il ne connaît pas encore. L'Anatolie, la Syrie, l'Égypte, la mer Noire. Là-bas, il ira. C'est une évidence. Luis et les derniers étés d'insouciance. Chaque été, il retourne brièvement à Luis. Jeanne, sa grand-mère, perd la vue, mais pas la mémoire. Elle devine à ses silences que Joseph est déjà ailleurs. Et Marie est là. Marie, avec ses robes simples, son rire clair, ses lectures de Rousseau, ses idées féminines et neuves. Il parle longuement sous le figuier dans le jardin. Elle comprend qu'il va partir. Elle ne dit rien. Le dernier été, elle l'embrasse sur la joue et murmure. « Si tu reviens, je serai là. » Joseph ne promet rien. Il sait qu'il ne reviendra pas. L'année 1805, le cœur et l'éveil. À 17 ans, Joseph est devenu un jeune homme solide, à la silhouette élancée, au port fier. Il a appris le commerce, l'écoute, la discipline, les langues. Il a aussi appris la solitude, le silence, le renoncement. Il commence à fréquenter un cercle d'anciens marins, près des quais. Il écoute leurs récits d'Alexandrie, d'Izmir, d'Andrinople. Il ne parle pas. Il absorbe. Chaque mot est une graine de voyage. Il économise encore. Il trace des plans. Il consulte les avis de départ. Il se prépare. Il ne reste plus qu'une chose à faire, partir. Clôture. L'apprenti est prêt. Il n'a pas encore franchi la mer, mais il est prêt, mûr, précis, silencieux et déterminé. Il porte dans son sac de toile une chemise de rechange. Son dictionnaire italien, quelques pièces. L'atlas de Monsieur Perrier. Et son regard, déjà tourné vers l'horizon. Fin du chapitre 5. L'apprentissage, 1800 à 1805. Joseph Sève est désormais plus qu'un garçon. Il est un homme en devenir, un projet d'exil, une énergie contenue. Il ne veut pas devenir un simple marchand. Il veut devenir quelqu'un. Il ne veut pas réussir à Lyon. Il veut s'imposer ailleurs. Et ce ailleurs, il le sent, l'appelle. Chapitre 6. Le 27 juin 1793, entre feu, argile et rivière. C'est un matin d'été lourd, accablé d'une chaleur pesante. Le soleil, implacable, se lève sur la maisonnée, réveillant les corps fatigués et les cœurs alourdis par des jours précédents éprouvants. Antoinette, éreintée d'avoir tenté des louis, souffre. Même les enfants sont gagnés par cette lassitude. Anthelme, quant à lui, rumine un revers amer qui assombrit son humeur. Le quotidien semble s'alourdir d'un voile d'ennui, comme si la lumière du jour n'apportait plus de répit, mais un surcroît de lassitude. Et pourtant, la vie continue. Fidèle à ses habitudes, Marie apporte le lait frais du matin.
Dans un geste de reconquête du quotidien, Anthelme propose une excursion. Une visite à la Tuilerie sur la plaine de Rix, suivie, dans l'après-midi, d'une partie de pêche dans la réserve du père Brunier. Un projet modeste, mais salvateur. Mais le matin n'est pas si simple. Joseph, espiègle, a dérapé la veille. Une punition s'impose-t-elle? Le dilemme est cruel. Choisir entre la brutalité d'une correction humiliante ou la voie plus douce de la réparation par l'apprentissage. Joseph, plus que la douleur physique, craint l'humiliation devant Marie, dont il sent le regard plus important que tout. L'enfant se souvient douloureusement d'une punition passée, infligée attachée à une grille, qui l'avait empêché de s'asseoir plusieurs jours durant. Un cri fuse alors de sa gorge. « Non! Non, papa !» Anthelme hésite. La volonté du père vacille. Peut-on encore frapper l'enfant qu'on aime lorsqu'on mesure le prix des douleurs de la vie? La décision finale prend une forme de compromis. Joseph devra rattraper ses erreurs. Il promet d'apprendre avec sérieux ce que Marie enseigne et de demander pardon à sa mère. Anthelme, touché par l'élan sincère de son fils, opte pour une discipline aimante plutôt qu'un châtiment physique. Le lien père-fils, ébranlé, se resserre dans le silence. Autour de la table, les regards sont des juges silencieux. Antoinette, Marie, Jeanne, tous comprennent et valident, sans mot dire, ce choix de clémence. Joseph, honteux mais soulagé, sort, la tête basse mais l'âme plus légère. La Tuilerie de Rix, mémoire d'argile et transmission. Sur le chemin de halage menant au bac, Anthelme et Joseph partent saluer le Rhône. La Tuilerie abandonnée les attend. Dans la grande cour, Claude Rigaud et un ouvrier manipulent la terre, avec leurs mains, leurs pieds, leur sueur. Anthelme connaît ces lieux pour y avoir travaillé adolescent. La terre venue de Saint-Benoît et de Glandieu est une matière noble, malléable, vivante. Joseph observe, fasciné. Il découvre le broyeur, la meule, les moules en bois, les gestes anciens. L'argile se transforme peu à peu en tuiles, en briques, en tuyaux, autant d'objets utiles et durables, nés du feu et de la patience. Le père transmet au fils un savoir tacite, celui du travail manuel, du cycle de la matière, de la transformation lente. Le feu du four, l'humidité mesurée, le temps long. Voilà la pédagogie du sol. De la Tuilerie à la pêche, une leçon de silence. Plus tard, au réservoir du père Brunier, la pêche commence. Dans le calme absolu de l'après-midi, Joseph apprend l'immobilité, l'observation, la discipline du regard. Une truite majestueuse glisse sous la surface, il faut attendre. L'enfant lutte contre l'envie de bouger, de parler. L'eau enseigne sa propre patience. Un poisson mort, enfin, casse la ligne. L'euphorie est brève. Mais dans le cœur de Joseph, le souvenir est éternel. Anthelme, lui, se laisse rattraper par un regret discret. Ce bateau qui l'a sauvé ne servira sans doute jamais. Peut-être pourra-t-il le louer un jour, peut-être pas. Le retour, le jardin, la pluie et la parole du ciel. En rentrant, il traverse les champs. Joseph réclame un morceau de bois pour son arc. Le père refuse. La terre et ses fruits ne sont pas à nous sans permission. Leçon de respect. Dans le jardin, Joseph découvre les trésors de son père. Tomates grimpantes d'Amérique, pommes de terre du Bugey, fleurs à la française, terre riche et organisée. L'enfant admire. L'héritage est là, silencieux mais solide. Et puis l'orage éclate, la chaumière devient sanctuaire. Antoinette allume la bougie devant la Vierge. Jeanne se réfugie dans ses bras. Le tonnerre gronde, la foudre frappe. On prie pour que rien ne brûle. Le poisson est grillé à la place de la soupe. La pluie tombe, la terre boit. Le monde respire. On écoute le ciel comme on écoute un père. Parfois en colère, mais toujours nécessaire. L'école, le cœur et la plume. Dans le calme revenu, Marie reprend son enseignement. Joseph apprend les lettres, les courbes, les B maladroits, les D hésitants. Il découvre l'effort, la persévérance, le plaisir de bien faire. Il offre un baiser volé à Marie. Elle le lui rend en riant. Le lien s'affirme entre enseignement et affection. Marie doute d'elle-même, mais Joseph lui redonne confiance. Même Jeanne imite, plume à la main. Antoinette, en retrait, observe avec bonheur.
Marie enseigne, mais elle apprend aussi à aimer, à transmettre, à être utile. Joseph rêve de construire, de compter, de diriger. Marie le soutient, doucement. Il apprend à lire le monde, à écrire ses rêves. Ensemble, ils préparent la suite. Ce chapitre tout entier est un apprentissage. Apprentissage de l'autorité juste, apprentissage de la patience, apprentissage de la transmission et surtout, apprentissage de l'amour. Entre un père et son fils, entre une préceptrice et ses élèves, entre un enfant et son monde. Un monde rude, souvent injuste, mais où l'argile peut devenir tuile, la colère devenir tendresse et l'enfance grandir. Chapitre 7. Le jour le plus long, mardi 2 juillet 1793. Un monde en mouvement vu à travers les yeux de Joseph, sa famille et son éveil intérieur. Une matinée vide d'Anthelme. Pour la première fois depuis leur arrivée à Rix, Antoinette passe la nuit seule. La chaumière paraît étrangère, silencieuse sans la présence rassurante d'Anthelme. Même les enfants ressentent ce vide. Lyon avait ses absences habituelles, mais ici, dans ce coin rural inconnu, le silence a un goût d'abandon. Le matin s'annonce chaud. Le vent du midi chasse la rosée, la terre s'assèche, les moissonneurs s'activent. Anthelme, lui, est déjà dans les champs, armé de sa force et de sa patience. Il travaille sans relâche, ignorant la fatigue. Une école sous le soleil. Pendant ce temps, Marie, figure d'équilibre et de douceur, organise une école de fortune. Autour d'une table improvisée, Joseph, Louise, Jeanne, Louis et même la petite Antoinette s'adonnent à des apprentissages joyeux. Lecture, dessin, motricité, calcul rudimentaire, une ruche bourdonnante de vitalité. Antoinette, la mère, observe. Elle repense à son passé. Éducation sacrifiée pour broder et servir, tandis que son frère Antoine, lui, avait fréquenté les jésuites. Elle veut briser ce cycle. Ses filles, ses fils, tous apprendront. Marie est un phare dans cette ambition. La voisine espionne discrètement par une fente de la palissade, stupéfaite. Elle n'a jamais vu une telle scène. C'est l'événement du hameau. Après-midi de chaleur et de doute. Vers midi, l'école s'interrompt. Le soleil tape dur. On se désaltère, on rit, on rêve. Antoinette, dans le silence d'après-repas, reprend ses travaux de couture et médite. Elle pense à sa condition, à son père avare, à ses regrets, à ses filles. Elle envie Marie, qui sait lire, expliquer, rêver en grand. L'ombre grandit, le vent se lève, le ciel s'assombrit. Une pédagogie incarnée. L'après-midi, Marie reprend l'enseignement. Lettres, chiffres, jeux éducatifs. Joseph brille par sa curiosité. Antoinette, elle, tâtonne. Marie ne la corrige pas devant les enfants, par respect, mais elle perçoit les carences. C'est tout un monde qu'il faut réapprendre. Le jardin devient une salle de classe. Avec des cailloux polis ramassés le dimanche, les enfants s'initient aux lois du poids, du volume, des rapports. Marie, inventive, fabrique une balance artisanale. C'est concret, c'est vivant. Une rencontre au sommet. Marie et les enfants croisent Rose Mollard, la mémé et grande-tante par alliance. Elle confie à Marie que son père, pourtant dur, a su accepter cette vie de transmission. Elle parle de famille, d'héritage, de femme. À l'écurie, Joseph observe Rose traire les chèvres avec fascination. La nature, le geste ancestral, la douceur de l'animal, tout le touche. Retour à la chaumière, l'angoisse d'Antoinette. Alors que la pluie menace, le petit monde rentre. Antoinette guette le retour d'Anthelme. Il est tard. Son absence l'angoisse. Les enfants sentent cette inquiétude. Joseph, plus calme, se rendort après le dîner. Et puis, soudain, un souffle, un bruit de porte. C'est lui. Anthelme est de retour, fourbu, mais entier. L'étreinte silencieuse du couple est un soulagement. Un bain nocturne, une complicité retrouvée. Dans la nuit, sous une lune complice, Anthelme et Antoinette s'échappent à la fontaine. Elle le lave, il se laisse faire. Les gestes sont tendres, les regards parlent, leurs corps se retrouvent. L'amour conjugal, simple et pudique, éclate dans la pénombre entre ruissellement d'eau et frisson de peau. Joseph, le veilleur silencieux.
Pendant ce temps, Joseph, éveillé, les observe au retour. Il a tout compris. En adulte miniature, il temporise, calcule, questionne le temps. 3 sabliers, ça fait bien 3/4 d'heure, papa? Il clôture la journée par une réflexion d'érudit en herbe. Une graine d'homme vient d'éclore. Un éveil bouleversant. La bibliothèque de Marie. Le lendemain, Marie emmène Joseph chez elle. Ce qu'il découvre dépasse tout ce qu'il a pu imaginer. Meubles élégants, tentures raffinées, lits à baldaquin, bibliothèque incroyable. Joseph est submergé. Il chancelle, pleure, s'effondre dans les bras de Marie, ébloui par tant de beauté. Marie, douce et patiente, lui lit des histoires, lui présente les livres de Buffon, Diderot, Rousseau, Montesquieu. Joseph veut lire. Il veut comprendre. Il veut apprendre. Le choc esthétique devient appel intérieur. Marie, presque en mère spirituelle, l'enlace. L'émotion de Joseph est celle d'un être qui vient de découvrir sa vocation. L'arbre de Joseph. Communion mystique. Quelques jours plus tard, dans un champ, lors de la moisson, Joseph découvre son arbre. Majestueux, immense, il dépasse les hommes, tutoie le ciel. Couché à son pied, Joseph entre en communion. Il le caresse, l'admire, l'honore comme un temple. Pour la première fois, il ressent la nature comme puissance vivante, comme guide. Anthelme observe de loin. Il comprend. Père et fils se retrouvent dans un élan d'amour, scellé par une étreinte puissante et silencieuse. Joseph a trouvé son refuge, sa figure d'élévation. Fin du jour, promesse d'avenir. La pluie vient, le travail cesse. Antoinette s'inquiète moins. Anthelme revient épuisé. Joseph, encore ivre d'émerveillement, rêve désormais de bibliothèques, de bateaux lointains, de figures comme Bougainville ou la Pérouse. Le soir venu, les enfants s'endorment. Antoinette s'approche d'Anthelme et les 2 adultes savourent leur union simple, profonde, forte. Marie, en retrait, comprend qu'elle est à sa place dans cette famille et se promet de guider Joseph. Conclusion, un jour fondateur. Ce jour le plus long est bien plus qu'une date dans un almanach. C'est le point d'orgue d'un basculement intérieur. Joseph entre dans un monde d'idées et de symboles. Antoinette accepte de sortir de sa résignation. Anthelme trouve un équilibre entre travail et tendresse. Marie devient passeuse de savoir. Le monde bouge. La révolution fait rage. Mais dans cette chaumière de Rix, un cœur d'enfant s'éveille à la vie. Et rien, plus jamais, ne sera comme avant. Chapitre 8. Retour à la ville. 1er. Le matin de l'inquiétude. Nous sommes le lundi 8 juillet 1793. Marie arrive, inquiète, un mot de son père à la main. Son cœur est serré. Ce mot est-il un adieu déguisé? Serait-elle rappelée, déplacée, vendue à un meilleur salaire pour devenir servante ailleurs? La peur la tenaille. Elle a trouvé une sorte de bonheur chez les Sèves. Pour la première fois de sa jeune vie, elle goûte à une forme de liberté douce, d'utilité joyeuse, de lumière intérieure qu'aucun cloître n'a su lui offrir. Le déjeuner se fait silencieux. Les enfants sont turbulents. Anthelme, sans poser trop de questions, devine l'état de Marie. Il l'écoute, la rassure. « Tu n'es pas en cause, Marie. Tu es une fille brillante. Tu as un don pour enseigner. Peut-être un jour gouvernante chez une grande famille. » Cette reconnaissance inattendue fait perler les larmes aux yeux de Marie. Elle quitte la pièce avant que les enfants ne remarquent son émotion. Joseph, devinant son trouble, la suit. Il propose un moment de détente à la fontaine. L'eau ruisselle sur le visage de Marie, lavant ses doutes. Elle est touchée par l'attention de Joseph, qui l'invite même à un baiser fraternel. Ce moment suspendu, bercé par le clapotis de l'eau, est d'une tendresse rare. Marie retrouve sa sérénité. 2. Une journée d'école à la campagne. Leurs exercices physiques sont interrompus par Anthelme, venu remplir un tonneau à la fontaine. Il les observe discrètement, tandis que le voisin Jean Lindrare veille à distance, protecteur invisible de la tranquillité du lieu. La scène est bucolique, joyeuse. De retour, les enfants réclament leurs activités.
Marie se montre inventive, dictée à base de sons, lettres à dessiner sans modèle, lecture vivante. Elle ne suit aucun programme officiel, elle improvise, se fie à son intuition, à ce que les enfants sont, à ce qu'ils ressentent. Elle puise dans sa propre éducation monastique, dans les lectures offertes par son père. Rousseau, certes, mais aussi l'observation, la psychologie enfantine, l'amour. Une voisine écoute derrière la palissade. Marie interroge ses jeunes élèves à la fin de chaque lecture. Elle exige qu'ils retiennent les noms, qu'ils expriment leur avis, qu'ils reformulent les phrases. Elle tente d'enseigner un langage plus riche, mais elle constate avec tristesse que les enfants, influencés par le patois, raccourcissent, tronquent. Elle-même ne comprend pas toujours le parler des jeunes ou des mal éduqués. Cela renforce sa conviction. L'école est une nécessité. Elle rêve d'un projet plus vaste, qu'elle soumettra à son père le soir même. Enseigner sérieusement. Fonder une vraie petite école, non seulement pour Joseph et Jeanne, mais aussi pour les autres enfants du hameau. Mais elle veut l'accord paternel. 3e, Anthelme part pour Lyon. L'après-midi tombe. Anthelme rentre avec des nouvelles. Il partira dès le lendemain à Lyon. La ville l'appelle. Il doit juger de la situation par lui-même, visiter son père, son beau-frère Antoine, et évaluer les affaires. Le coche partira à l'aube depuis Morestel. Le contexte politique est brûlant, mais il doit affronter cette réalité. Il envisage que la famille reste à Rix jusqu'en septembre. Marie pourra rester aussi. Son père ne s'oppose pas à ce qu'elle continue son œuvre éducative. Ce soir-là, les enfants se remettent au travail. Marie est doucement réintégrée dans leurs activités. Joseph, plus doux, plus attentif, apaise les tensions. Anthelme, en retrait, observe la scène avec une certaine émotion. Les enfants ont changé. En un mois, ils se sont épanouis. Marie est devenue l'âme de la maison. 4e, la descente à Lyon. Désillusion et lucidité. Le 9 juillet, Anthelme arrive à Lyon. Il découvre une ville en déliquescence, moulins arrêtés, boutiques fermées, gardes armés, tracts sauvages sur les volets. L'ambiance est à la terreur. Il retrouve Antoine Juillet qui lui confirme la situation. Famine, répression, guillotine au terreau. Chalier vient d'être arrêté. La Gazette a disparu. La presse est muselée. Anthelme comprend vite. Revenir avec sa famille serait une folie. Il décide de vendre certains biens pour se ménager une sécurité. Il croise d'anciens employés, désormais réfugiés dans ces moulins vides. Il ne les chasse pas. L'humanité prime. Avec Antoine Ducard, il réalise une transaction. Le notaire valide. Il encaisse 224 livres. Cet argent ne changera pas le monde, mais il permet d'organiser la suite. Lyon est morte. La vie est ailleurs. 5e rencontre, confidence et retour. Anthelme revoit sa conseillère de cœur, Dame Courtet, à Albigny. Ensemble, ils parlent d'amour, de maîtrise des émotions, de vérité conjugale. C'est elle, plus que quiconque, qui comprend la profondeur du lien entre Anthelme et Antoinette. Il visite ensuite sa belle famille, Louis Juillet, Françoise, Benoît. Il évoque ses enfants, son quotidien à la campagne. Les retrouvailles sont tendres, les liens se retissent, le cœur se rassérène. Le 12 juillet, il repart vers Rix. Un jeune lieutenant, Louis Guigard, originaire de Luis, l'emmène en charrette. Il se découvre 1000 liens. Anthelme le ramène chez lui. Le cheval est fatigué, la route est longue. À Saint-Roch, il descend. Antoinette l'attend. Les retrouvailles sont bouleversantes. Les enfants accourent. On sort le pain, le fromage, la piquette. L'amour triomphe. 6. L'école des Sèves. Naissance d'un projet républicain. Le lendemain, 13 juillet. La maisonnée reprend son souffle. Anthelme médite, écrit. Un programme éducatif voit le jour. Égalitaire, fondé sur la dignité, la curiosité, la liberté. Il parle de nouvelle éducation républicaine. Une petite salle est aménagée. Les parents du hameau commencent à envoyer leurs enfants. Ils paient en nature, œufs, légumes. Antoinette surveille la santé, l'hygiène. Le savoir devient une affaire de cœur. Marie est désormais institutrice, non plus servante. Elle lit, explique, encourage. Joseph, émerveillé,
travaille, copie, apprend. Il progresse. Il aime Marie comme une grande sœur. Marie l'aime comme le petit frère qu'elle n'a pas eu. 7. Le 14 juillet. Une fête. Une nation en miniature. Le jour de la fête nationale, Anthelme organise une sortie en charrette. Toute la famille embarque. Antoine Baudet conduit. Direction: les lacs, les cascades, les cousins, les fromages frais, les haltes champêtres, les grillades au bord de l'eau. Une république familiale en mouvement. Joseph découvre la faune, la flore, le silence, les oiseaux, les renards, les castors. Il observe, il apprend. Marie rit. Antoinette contemple. Gamin, le cheval, guide la charrette avec vigueur. On pique-nique à Ambléon, on admire la cascade de Glandieu, on rêve sous les arbres. Un dimanche suspendu, simple et miraculeux. 8. L'organisation à Rix. L'école populaire est née. Le lendemain, lundi 15 juillet, la pluie tombe. Mais l'énergie reste. Joseph sort sous la pluie, va chercher de l'eau, joue, s'assouplit. Il veut apprendre, comprendre, découvrir. Il explore les carrières abandonnées avec son père, ramasse des escargots. Le monde devient son terrain de jeu et d'étude. À la fin de la journée, il rejoint Marie, qui lui montre ses trésors, sa croix de communion, ses images pieuses, ses livres saints. Elle l'emmène dans le grenier, puis dans la bibliothèque. Ils découvrent ensemble l'encyclopédie, l'Émile, Buffon. Joseph caresse les pages, rêve de savoir. Marie prépare des feuilles transparentes pour qu'il recopie les dessins. C'est une révolution douce. Joseph la considère comme une magicienne. Marie, elle, trouve enfin un sens à son existence. Elle est utile, aimée, respectée. Le père de Marie, Antoine Baudet, lui donne finalement son bénédiction. Les larmes montent. Jamais il ne lui avait parlé ainsi. Jamais elle ne s'était sentie aussi vivante. Le rideau de leur passé s'ouvre sur un avenir neuf. L'école de Rix est née. Clôture du chapitre. Un monde nouveau. Ce chapitre n'est pas seulement un récit de campagne. Il est l'émergence d'un monde nouveau. Une pédagogie de la douceur et de la liberté. Une reconfiguration des rôles familiaux. Un exil volontaire face à la barbarie politique. Une éducation populaire naissante dans une chaumière. Joseph, futur Soliman Pacha, ne serait jamais devenu ce qu'il est sans cette parenthèse fondatrice, entre fontaines, livres, cascades et larmes retenues. Chapitre 9. L'été meurtrier à Lyon, mai-décembre 1793, et ses prolongements jusqu'à 1797. Le printemps 1793 s'ouvre sur une France fracturée. À Lyon, les tensions politiques atteignent un point de rupture. Tandis qu'à Paris, les montagnards s'emparent de la Convention en évinçant les Girondins, à Lyon, les modérés agissent à leur tour. Dans la nuit du 29 mai, les partisans de Chalier, figure locale du radicalisme jacobin, sont arrêtés. Cette arrestation marque le début d'un soulèvement fédéraliste soutenu par plusieurs grandes villes du Sud comme Marseille, Toulon, Nîmes ou encore Grenoble. Partout, on conteste l'autorité centrale de Paris, on dénonce les décisions brutales, souvent inadaptées, de la Convention. À Lyon, on ne souhaite pas renverser la République, mais la sauver d'elle-même. La Convention nationale, craignant l'éclatement de l'unité du pays, réagit violemment. Le 12 juillet, elle déclare officiellement que la ville de Lyon est en état de rébellion. Dès lors, la répression s'organise. Le 16 juillet, Chalier est exécuté. C'est un point de non-retour. Pour Paris, Lyon est devenu l'ennemi de la République une et indivisible. Le siège commence dans la première semaine d'août. Les forces républicaines, commandées par Kellermann, encerclent Lyon. Le blocus se durcit. Les vivres diminuent. L'eau devient rare. Puis viennent les bombardements. Le 22 août, les canons commencent à pilonner la ville. Des boulets rouges incendient maisons et entrepôts. L'horreur devient quotidienne. La population civile est prise au piège. La résistance, pourtant courageuse, s'épuise. Le comte de Précy, à la tête de la défense lyonnaise, tente de maintenir l'ordre, mais les munitions s'épuisent, les vivres manquent et l'espoir s'effondre. Le 9 octobre à l'aube, Précy s'échappe avec quelques hommes dans une dernière tentative de rejoindre les montagnes.
À midi, Lyon capitule. L'armée républicaine entre dans la ville. Les murs pleurent, les pierres se souviennent. Dès le lendemain, la vengeance s'abat. La Convention ordonne que la ville soit rebaptisée Villafranchi. Fouché et Collot d'Herbois, envoyés en mission, installent une justice expéditive. Ils créent des commissions révolutionnaires, multiplient les procès sommaires, dressent des listes de suspects. La guillotine devient l'instrument quotidien de la justice. Les fusillades s'ajoutent aux décapitations. Les condamnés sont parfois alignés en rang de 60, mitraillés, puis achevés à la baïonnette. Entre octobre 1793 et avril 1794, plus de 1600 personnes sont exécutées à Lyon, sans compter les morts par torture, suicide ou maladie dans les geôles insalubres. Les immeubles sont dynamités. La ville est laissée en ruine. Ce n'est plus une libération, mais une punition. Pendant ce temps, loin de ce chaos, à Lhuys, la famille Sève se réinvente. Anthelme, exilé avec les siens, tente de reprendre pied dans la terre. Au château de Grosselet, il répare un puits, remet des toitures en état, réorganise les lieux. Il veut donner un semblant d'avenir à ceux qui ont tout perdu. La maison familiale devient un havre fragile dans une France qui s'effondre. Marie, qui avait été placée autrefois comme domestique chez les Sèves, est désormais l'éducatrice de Joseph et de ses sœurs. Elle a gagné leur respect, leur affection, leur confiance. Chaque matin, elle fait l'école. Elle enseigne avec passion, rigueur et tendresse. Joseph, à ses côtés, découvre le monde, les lettres, les chiffres, les histoires, la géographie. Il apprend vite, il comprend encore plus vite. Mais l'automne apporte une douleur sourde. Le jeune Anthelme, fils du frère de Joseph, meurt noyé dans un bassin d'eau glacée. Il glissait sur la glace pour épater ses amis. Son corps, retiré sans vie, laisse un vide cruel. Joseph est bouleversé. Il découvre la mort de l'intérieur, non comme un mot abstrait, mais comme une présence réelle. Il comprend que la vie peut s'arrêter, brutalement, sans explication. L'hiver s'installe. Les enfants dorment dans le fenil, sous les toits, blottis contre la paille. Les nuits sont longues, les rêves parfois lourds. Le vent siffle entre les planches mal clouées. Mais au cœur de la chaumière, l'unité reste solide. Joseph, malgré les douleurs, poursuit son instruction. Il dévore les livres que Marie lui lit. Il veut tout savoir, tout comprendre. Son esprit s'élève, son regard s'élargit. La France, elle, ne s'apaise pas. En 1794, Robespierre fait tomber ses rivaux et impose la terreur la plus implacable. À Lyon, les massacres continuent. Anthelme tente de retourner à Lyon, mais la ville est méconnaissable. Il revient en silence, les yeux pleins d'ombre. Les usines ont disparu, les ponts sont éventrés. Le fleuve lui-même semble pleurer. À Lhuys, une nouvelle vie commence à germer. Marie attire l'attention de Pierre Rousseau, jeune propriétaire des terres voisines. Il est solide, sincère, patient. Peu à peu, un lien naît entre eux. Joseph observe ce changement avec gêne. Il ressent une jalousie muette. Il ne veut pas perdre Marie, sa complice, sa sœur d'âme. Mais Marie est femme, et elle aime. Ils se marient. Joseph sourit, mais son cœur se serre. Puis Marie tombe enceinte. Joseph découvre le mystère de la maternité. Il écoute les battements, observe le ventre arrondi, se surprend à parler à cet être qui grandit dans l'ombre. L'enfant naît en février 1797. Il s'appelle Antoine. C'est un miracle. Joseph devient son protecteur, son frère de substitution. Il apprend à changer les langes, à consoler les pleurs, à s'émerveiller devant les premiers sourires. Mais en septembre, la tragédie revient. Antoine meurt dans son berceau, sans fièvre, sans cri, sans avertissement. Marie s'effondre. Joseph est là. Il ne dit rien. Il l'entoure. Il devient l'adulte qu'il n'était pas encore. Il grandit d'un coup. Le monde continue de tourner. Lyon renaît lentement de ses cendres. Le directoire remplace la terreur. Les factions s'affrontent encore. Les rues sont sales, les plaies ouvertes. Mais la République tente de respirer. Anthelme, tenace, se rend à Lyon.
Il rachète une ruine, une vieille fabrique éventrée. Il veut rebâtir. Il veut croire encore. Joseph, lui, n'est plus un enfant. Il lit la Pérouse, rêve d'Italie, d'Afrique, de l'océan Indien. Il veut partir, embarquer, explorer. Marie l'encourage. Anthelme cherche un appui, une lettre de recommandation. Il revient un soir, grave, le départ est proche. Joseph prépare ses affaires, il emballe ses souvenirs, ses secrets, ses espoirs. Le jour du départ, il monte dans la voiture sans se retourner. Il ne veut pas pleurer. Il serre dans sa poche l'écharpe que Marie lui a offerte. En silence, il se jure de revenir, un jour, grand, fort, digne. Ainsi se clôt ce chapitre. L'été 1793 a emporté Lyon. Mais il a aussi façonné un homme. Dans le chaos des révolutions, dans le silence des montagnes, un destin s'est formé. Joseph Sève, fils d'Anthelme et d'Antoinette, frère de cœur de Marie, devient plus qu'un enfant. Il devient une promesse. Chapitre 10. Préparation et entrée à la marine. L'appel du large et la naissance d'une vocation impériale. Lyon, octobre 1797. La ville n'est plus tout à fait la même. Les pierres noircies des façades portent encore les cicatrices des canonnades, et les places, autrefois théâtre de foires joyeuses, résonnent désormais des échos étouffés de souvenirs tragiques. Dans cette cité en pleine reconstruction morale et matérielle, Anthelme Sève et son jeune fils Joseph s'installent avec prudence. La mémoire des années sanglantes plane, mais la vie, tenace, cherche à reprendre ses droits. Joseph, âgé de 9 ans, est un garçon pas comme les autres. Ses traits fins, son regard pénétrant, sa posture droite trahissent une maturité précoce forgée dans le silence des collines de Lhuis et dans l'austérité d'une enfance studieuse. Grâce à Marie, sa préceptrice et complice, il lit couramment les poètes latins, résout des équations, parle italien et baragouine quelques mots de grec. Il manie les concepts mathématiques avec l'assurance d'un collégien de 16 ans. Et pourtant, il n'est encore qu'un enfant. Les écoles de la ville, quant à elles, peinent à renaître. Trop d'instituteurs ont fui, trop de classes ont été réquisitionnées ou détruites. L'éducation nationale, dans l'après-terreur, est un idéal plus qu'une réalité. Anthelme, pragmatique et inquiet, cherche une alternative. C'est ainsi qu'il découvre le nom d'un jeune homme discret mais déjà réputé, André-Marie Ampère, prodige local, féru de mathématiques, passionné de sciences naturelles, encore loin d'imaginer qu'un jour son nom deviendra celui d'une unité électrique. Le hasard, ou la providence, fait se rencontrer ces deux esprits d'exception. Lors d'un après-midi automnal, dans une petite salle d'études encombrée de livres et d'instruments, Joseph est présenté à Ampère. Le contact est immédiat. Le maître reconnaît dans l'élève une intelligence vive, une rigueur rare, une curiosité sans limite. Sous la tutelle d'Ampère, Joseph entame une formation accélérée. Les journées sont longues, intenses. Il apprend la trigonométrie nautique, les logarithmes, la géométrie sphérique, l'algèbre avancée. Il commence aussi à manier les instruments de navigation, sextant, boussole, compas. La mer devient un horizon théorique, avant d'être un destin. À l'été 1798, une opportunité surgit. L'école de la marine de Toulon, récemment réorganisée pour former une nouvelle génération d'officiers républicains, lance un concours d'entrée. Ampère, convaincu du potentiel de son jeune élève, pousse Anthelme à présenter Joseph, malgré son âge. Officiellement, l'enfant a 12 ans sur les papiers, grâce à un petit arrangement paternel. Officieusement, il n'en a que 10. Le jour du concours, Joseph impressionne. Devant un jury composé d'anciens officiers de la marine royale et de jeunes cadres de la République, il résout des problèmes complexes de navigation céleste, décline en latin sans hésitation, explique un phénomène de réfraction à l'aide d'un croquis. Son calme, son éloquence et sa maîtrise déconcertent. Il est reçu parmi les premiers. La nouvelle, en pleine période d'incertitude nationale, fait vibrer Lhuis et même quelques quartiers lyonnais. L'enfant du Bugey s'apprête à embarquer dans une vie nouvelle. Avant son départ, Joseph tient à revoir les siens. Il retourne brièvement à Lhuis. Là-bas, Marie, enceinte, vit dans une attente anxieuse. Cette séparation-là, elle la redoute plus que toutes les précédentes. Elle sait que la mer emporte les hommes,
souvent pour ne jamais les rendre. Dans une dernière étreinte, pleine de silence et de regard, elle glisse dans les affaires de Joseph un petit carnet vierge, un talisman où il pourra écrire ses pensées, dessiner ses rêves, garder vivant le lien avec elle. Le départ pour Toulon se fait en diligence, au rythme cahotant des roues sur les chemins pierreux. Anthelme accompagne son fils jusqu'au port. Il tente de dissimuler son émotion sous les recommandations pratiques. Attention aux voleurs, respect des supérieurs, prudence sur le pont. Mais lorsqu'il voit Joseph gravir la passerelle de la Muiron, sa gorge se serre. La frégate, massive et sombre, incarne une nouvelle ère. Une ère où le jeune garçon devra apprendre à se forger seul. La vie à bord est rude. Dès les premiers jours, Joseph découvre la hiérarchie inflexible, les corvées éreintantes, l'humidité qui s'infiltre partout, le roulis incessant qui malmène les novices. Il dort dans un hamac, se lave à l'eau froide, mange du biscuit dur et du lard salé. Mais il observe, apprend, s'adapte. Son esprit curieux fait merveille. Il comprend vite les manœuvres, apprend les nœuds, mémorise les ordres. Très vite, il est repéré par le capitaine, qui note son intelligence et sa bonne conduite. Joseph est affecté à la cambuse du commandement, où il apprend la gestion des rations, l'écriture des journaux de bord, et participe à la correspondance du capitaine. Ce poste, discret mais stratégique, lui permet de côtoyer les officiers et d'écouter les discussions tactiques, scientifiques et politiques. En novembre 1798, la Muiron jette l'ancre à Alexandrie pour un radoub. Là, Joseph rencontre Ibrahim, un jeune garçon du port qui devient son guide et son ami. Ils échangent des mots, des gestes, des jeux. Joseph, curieux, commence à apprendre l'arabe, fasciné par la culture locale. Il écrit dans le carnet de Marie ses premières impressions d'Orient. C'est alors que l'histoire frappe à la porte. En août 1799, Napoléon Bonaparte, général victorieux mais pressé de rentrer en France, choisit la Muiron pour son retour clandestin. Accompagné de Monge, Berthollet et d'autres savants, il embarque en secret. Joseph, désigné pour servir les illustres passagers, découvre un monde fascinant. Discussions sur la chimie, l'électricité, la politique, les astres. Il écoute, note, absorbe. Bonaparte, impressionné par ce jeune mousse lettré, l'interroge. Qui est-il? D'où vient-il? Le général est séduit. Il voit en Joseph une graine d'élite, une incarnation de cette nouvelle France qu'il veut bâtir. Durant les longues veilles nocturnes, il lui parle d'Alexandre le Grand, de César, de l'avenir des sciences. Le voyage est périlleux. Les navires anglais rôdent, les frégates françaises jouent à cache-cache entre les îles et les criques. La Muiron et la Carrière se réfugient dans la baie de Valinco, en Corse. Bonaparte y convoque des réunions secrètes, prépare déjà son retour au pouvoir. Joseph, discret et attentif, est témoin de moments historiques. Le 9 octobre 1799, ils débarquent à Fréjus. Bonaparte, auréolé de mystère, entame sa remontée vers Paris. Mais il tient à raccompagner personnellement le jeune Joseph à Lyon, où il le présente comme un jeune héros de la République. Joseph est officiellement mis en congé pour grand service rendu, avec une bourse d'études et une recommandation manuscrite du général. À Lyon, c'est l'effervescence. Le retour de Bonaparte déclenche des scènes d'enthousiasme populaire. Mais la surprise est double lorsque l'on apprend que le petit Joseph Sève, fils d'un artisan du Buguet, revient dans l'ombre du futur maître de la France. La famille Sève est accueillie comme jamais. Joseph savoure ces moments simples mais précieux. Les retrouvailles avec Anthelme, les longues discussions avec Ampère, les éclats de rire avec Marie, qu'il retrouve enfin tenant dans ses bras le petit Jean-Jacques, son fils né en son absence. Mais le regard de Joseph porte déjà plus loin. L'appel du large ne l'a pas quitté. L'odeur du sel, le chant du vent dans les haubans, la complexité des étoiles dans le ciel nocturne, tout cela le hante. Et dans son carnet, il écrit cette phrase comme une promesse. « Un jour, je naviguerai de mon propre chef, non plus comme un élève, mais comme un capitaine. » Chapitre 11. Retrouvailles, tragédie et consécration maritime, 1799 à 1805. L'âme d'un marin forgé dans le tumulte du monde. Le vent d'octobre souffle sur les collines du Buguet,
emportant avec lui les dernières feuilles de l'année. Le coche de lion s'arrête dans un nuage de poussière à l'entrée de l'Huisse. Joseph descend, le pas plus assuré qu'à son départ, la silhouette déjà celle d'un jeune homme. Il n'a pas encore 14 ans, mais les tempêtes, les regards d'amiraux et le silence pesant des mers lui ont donné une gravité inhabituelle. À peine franchit-il la barrière de la maison familiale que Marie apparaît, son tablier noué à la hâte, tenant un nourrisson dans les bras. Jean-Jacques. Ses yeux sont rougis, à la fois de fatigue et d'émotion. Elle sourit sans mot dire. Lui non plus ne parle pas. Il se penche, embrasse son front, regarde l'enfant qui s'agite dans ses langes et murmure. Il a ton regard. Marie rit doucement, comme pour repousser l'émotion. Mais les larmes montent, incontrôlables. Les jours suivants sont baignés dans une douceur étrange. Joseph retrouve les odeurs d'enfance, le pain de seigle qui cuit, le craquement du bois dans le poêle, le rire de Jeanne dans la cuisine, les cloches de l'église qui marquent le temps avec une régularité rassurante. Il revoit aussi le vieux moulin, le jardin en friche, et surtout les collines où il rêvait, enfant, de mers lointaines et de frégates. Mais la joie n'est jamais entière. Un matin, à l'aube, Anthelme l'informe d'un ton grave. Claudine Gibolet, son amie d'enfance, la fille d'Érix, est morte, foudroyée dans les champs lors d'un orage d'été. Joseph chancelle. Claudine? La petite Claudine qui courait plus vite que lui, qui chantait des chansons à tue-tête pendant les moissons. Une vie interrompue, brutalement. Il s'enferme dans la grange, relit son carnet, écrit longuement. C'est là qu'il comprend. La mer, si dangereuse, lui paraît soudain plus sûre que la terre. De retour à Lyon quelques jours plus tard, il est happé par une ville en pleine mutation. Sous l'impulsion de Bonaparte, les réformes fleurissent. Le bruit des métiers à tisser a repris dans certains quartiers. La reconstruction est en marche. Joseph y retrouve Joseph-Marie Jacquard, avec qui il reprend le travail entamé sur le perfectionnement du métier mécanique. À seulement 14 ans, Joseph calcule les rapports de rotation des tambours perforés, optimise les axes de transmission et suggère une méthode de lecture binaire inspirée des modèles italiens qu'il a étudiés. Jacquard, stupéfait, murmure à un ami. Ce garçon, c'est un génie mathématique né dans les collines. Un enfant de la mer avec le cerveau d'un ingénieur. Joseph, pourtant, n'a pas la tête à l'ambition industrielle. Les nouvelles de Paris le captivent bien davantage. Le coup d'État du 18 Brumaire. Bonaparte prend le pouvoir. Un nom qui s'était inscrit dans sa mémoire à travers un regard bienveillant dans la cabine de la Muiron devient désormais l'axe autour duquel tourne l'histoire. Ce n'est plus un simple général, c'est le destin incarné. À l'Huisse, le maire le convoque pour un interrogatoire administratif. Ses déplacements, sa proximité avec Bonaparte, ses lettres depuis Saint-Domingue, on le soupçonne de choses qu'il ignore lui-même. Joseph comprend qu'il appartient déjà à un monde à part, un monde où chaque pas peut susciter la méfiance ou la fascination. En décembre 1799, il repart. Le voyage vers Toulon est long. Il lit Buffon, trace des plans dans les marges de ses carnets, rêve à des machines nouvelles. À son arrivée, l'école d'artillerie de marine l'accueille dans un bâtiment austère, secoué par les cris des instructeurs et le claquement des bottes. Là, il entre dans la fournaise. À 11 ans et demi, il partage les dortoirs avec des jeunes hommes de 17 ou 18 ans. Pourtant, très vite, il s'impose. Son niveau en mathématiques est supérieur à celui des instructeurs eux-mêmes. Il résout des calculs balistiques complexes, maîtrise les propriétés chimiques de la poudre noire, comprend l'angle d'inclinaison d'un obus selon la courbure terrestre. Mais c'est son sang-froid qui étonne le plus. Un matin de janvier 1800, un canon mal stabilisé bascule sur une rampe. Les servants fuient. Joseph, lui, court, cale le fût à l'aide d'un levier, stoppe la détonation. 2 hommes, coincés sous la structure, sont sauvés. Son acte est noté dans les registres. Initiative remarquable. Courage exceptionnel. En juin 1800, une double nouvelle lui parvient. Le général Bonaparte remporte la bataille de Marengo. Le même jour, dans une grange de Grosselet, Marie donne naissance à Joseph, son filleul. Le nom choisi sans son avis le touche profondément.
Il écrit à Marie une lettre pleine de tendresse, terminant par « Puisse-t-il être libre, intelligent et doux comme vous l'êtes ». En septembre 1800, il retourne sur la Muiron. Mais la guerre a changé de visage. Il n'y a plus de gloire. Il y a la fatigue, l'amertume, les escales sans fin. Il passe des semaines à recalibrer des compas, à tester la salinité de l'eau, à dessiner des cartes d'îles inconnues. Il est devenu l'ombre du capitaine, un conseiller technique, mais aussi un cœur jeune, témoin silencieux des désillusions. La bataille d'Algésiras, en juillet 1801, est son baptême du feu. Le fracas des chaînes, les voiles en flammes, les hurlements. Il court entre les ponts, les mains pleines de sang, de poudre, de rage. Il soigne un enfant amputé, voit un officier mourir en souriant. Il ne dort plus. Pendant plusieurs semaines, il écrit sans relâche. Il dessine la silhouette de Claudine, le visage de Marie, la courbe d'un compas. Il sait désormais ce que la guerre prend. En décembre 1801, il part pour Saint-Domingue. On ne lui dit pas tout. On parle de rétablir l'ordre. Mais très vite, il comprend. C'est une guerre coloniale, une guerre sale. Il n'a pas le droit de quitter le navire. Il regarde les villages brûlés, entend les cris la nuit, voit les corps jetés à la mer. Lors de l'arrestation de Toussaint Louverture, il est sur le pont. Il croise brièvement son regard. Il voit dans ses yeux l'intelligence, la dignité, la résignation. Il écrira plus tard « Ce jour-là, j'ai compris que le pouvoir n'a pas toujours raison. » En août 1802, il revient à Lyon. Il a 14 ans, mesure presque 1,70 m, a les épaules d'un marin et les mains d'un ingénieur. Il retrouve son père, Marie, Marguerite, et découvre que le monde a changé sans lui. Anthelme gère désormais une fabrique textile, soutenue par Chaptal. Joseph hésite. Rester? Partir? Il passe du temps avec la famille Ampère, lit Lavoisier, étudie les lois de l'électricité, rêve de machines volantes. Mais l'appel de la mer est plus fort. Mai 1803, la guerre reprend. L'Angleterre rompt la paix. Joseph devient aspirant novice, passe d'un navire à l'autre, puis embarque sur l'Hortense en janvier 1805. Février 1805, la bataille de Malaga. Un convoi anglais est repéré. Joseph calcule les trajectoires avec une précision chirurgicale. Les tirs français détruisent 3 navires ennemis. Mais il voit aussi des navires marchands brûlés par erreur. Il proteste. On lui ordonne de se taire. Une nuit, il écrit à Marie « Je suis devenu soldat, mais je veux rester homme. » 21 octobre 1805, Trafalgar. Sur le Bucentaure, vaisseau amiral, il est à son poste au centre de commandement. La bataille est un enfer. L'océan rugit, les ponts croulent, les mâtures s'effondrent. Joseph est blessé au bras gauche mais continue d'envoyer les ordres. Il descend dans les cales pour aider les blessés. Lorsque Villeneuve capitule, Joseph est en larmes. Pas de peur, mais de colère. La nuit suivante, une tempête s'abat. Le navire prend l'eau. Prisonnier, blessé, Joseph aide à l'évacuation. Il sauve Alexandre Ferdinand de Parseval, son compagnon d'armes, en le hissant sur une chaloupe espagnole. Ils sont recueillis au large, demi-nus, transis, mais vivants. Ainsi se termine ce chapitre, la fin d'un cycle, la naissance d'un héros. Joseph n'est plus un enfant. Il est devenu, à travers le feu, la mer et la douleur, un homme d'exception, témoin et acteur de l'histoire du monde. Chapitre 12. De la survie à la Renaissance, Joseph chez les Hussards. Octobre 1805, mai 1807, du silence de la mer au galop des plaines impériales. Le soleil andalou se levait sur une mer grise, lessivée de tout éclat. Les vents avaient en fini par s'apaiser, mais les flots gardèrent la mémoire du carnage. Là, parmi les débris de bois flottants, les voiles déchirées et les barils éventrés, quelques survivants furent ramenés à terre par des pêcheurs ou des chaloupes espagnoles. Joseph était de ceux-là. Le jeune marin, blessé au bras, au flanc et profondément choqué, fut conduit à Cadix, où un ancien couvent, réquisitionné par l'autorité locale,
avait été transformée en hospice. Durant les premiers jours, Joseph dériva entre vie et mort. Il ne parlait pas, ne dormait pas vraiment, ne mangeait que par intermittence. Son corps tremblait par réflexe, parfois en pleine nuit, comme s'il croyait encore entendre les coups de canon. Des religieuses veillaient sur lui. L'une d'elles, sœur Inès, veuve d'un marin français tué à Toulon, le regardait avec compassion. Elle voyait dans ce garçon pâle et égaré un être à reconstruire, pas seulement physiquement. Il resta plus de 2 semaines alité, incapable de marcher sans assistance. Chaque mouvement déclenchait une douleur vive, mais ce n'était rien comparé à ce qui se passait en lui. Un effondrement lent, profond, de toutes ses certitudes. Trafalgar n'avait pas seulement broyé une flotte, elle avait rompu quelque chose en lui. La mer, autrefois vaste promesse d'évasion, était devenue gouffre, traîtrise, deuil. Puis doucement, il reparla. Quelques mots d'abord. Lion, mère, mari. Puis des phrases plus claires. Un matin, alors que sœur Inès lui apportait un bouillon fumant, il murmura « Je ne retournerai plus en mer ». Elle ne répondit rien. Mais cette déclaration fut le début d'une lente renaissance. Le retour en France fut une épreuve en soi. Joseph, faute de moyens, ne put obtenir de poste officiel. Il dut se débrouiller seul. Par précaution, il décida de voyager sans uniforme. Il traversa une Espagne encore instable, où la guerre couvait. Il marcha sur des routes infestées de brigands, longea des villages où la haine des Français était palpable. Il fit parfois de petits travaux manuels en échange de nourriture ou d'un peu d'eau. À Madrid, il trouva un convoi de marchands remontant vers le nord. Il obtint une place inconfortable sur une charrette tirée par des mules fatiguées. La traversée des Pyrénées fut harassante. Il souffrait encore de ses blessures, dormait à la belle étoile et fut pris par la neige avant la frontière. Pourtant, à mesure qu'il s'approchait du sol français, un souffle nouveau l'animait. L'odeur des pins, l'accent familier, les panneaux écrits en français. Tout réveillait en lui une mémoire enfouie, celle d'une enfance presque oubliée dans le fracas de la guerre. Il arriva à Lyon le 2 décembre 1805. Ce jour-là, l'Empire célébrait la victoire d'Austerlitz, mais dans les rues du quartier de la Guillotière, personne ne prêta attention à ce garçon maigre aux bras bandés, couvert de poussière, les traits creusés, les vêtements en haillons. Joseph marcha jusqu'à la maison familiale. Marie était à la fenêtre. Elle le vit, eut d'abord un doute, puis un cri déchira le calme du quartier. « Il est vivant !» Anthelme accourut, Jeanne suivit. Joseph chancela et s'effondra dans les bras de sa mère. Antoinette, incapable de prononcer un mot, le prit contre elle, le porta presque jusqu'au seuil, et là, sous le regard ému des voisins, le lava, le frictionna, comme lorsqu'il était enfant. Cette scène, d'une tendresse brute, fut pour Joseph le vrai retour à la vie. Il pleura pendant des heures, sans pudeur, sans honte. Des larmes anciennes, retenues depuis trop longtemps. Les jours suivants furent consacrés au repos, à la réparation. Joseph racontait peu. Il se contentait de gestes, de regards. Il passait de longues heures à regarder Jean-Jacques jouer dans la cour. Le rire de l'enfant apaisait ses douleurs. Il retrouvait Marie avec une gratitude silencieuse. Une connivence renouvelée, presque religieuse, s'installait entre eux, faite de mots simples et d'éclats de tendresse volés à l'ombre du passé. Mais bientôt, le devoir l'appela à nouveau. Il se présenta au bureau militaire pour régulariser sa situation. La France, en guerre perpétuelle, ne pouvait se passer de ses anciens combattants. Pourtant, une clause spéciale fut accordée à Joseph. Grâce à un certificat médical appuyé par des courriers du ministère de la Guerre, dont une mention manuscrite attribuée à Bonaparte lui-même, il fut officiellement réaffecté au service à terre. Il fut nommé caporal fourrier dans le 2e régiment d'artillerie de marine, sans mission embarquée. Une immense vague de soulagement le traversa. Plus jamais il ne mettrait les pieds sur un pont de frégate. Il se concentra désormais sur des fonctions logistiques, techniques et d'encadrement. Il réapprit à vivre à terre, à marcher sans tanguer, à respirer sans redouter le silence absolu de la mer. Durant cette période de retour progressif à la vie civile, il redécouvrit Lyon. Il vit l'usine de métiers à tisser de son père prendre de l'ampleur
grâce à l'appui de Chaptal et au génie de Joseph-Marie Jacquard. Il rendit souvent visite à Ampère, avec qui il discutait désormais d'égal à égal. Mais quelque chose en lui s'était asséché. Il ne riait plus comme avant, il marchait plus droit, mais plus lentement. Les gens disaient de lui, « Il revient de très loin ». L'hiver passa, le printemps revint. Mais en Joseph, une forme d'insatisfaction persistait. Il n'était plus fait pour la mer, mais il n'était pas non plus un civil ordinaire. Son sang, transformé par les années de discipline, d'épreuves, d'apprentissage, ne savait plus rester tranquille. Il lui fallait un nouvel élan. Ce fut à cette période qu'il découvrit, lors d'une réunion militaire à Lyon, l'existence d'un corps particulier, les hussards de la marine. Une cavalerie légère, à la fois rapide, mobile, intelligente, souvent utilisée en mission de reconnaissance, d'escorte ou d'infiltration. Tout ce qu'il aimait, l'autonomie, la stratégie, le mouvement. Il fit une demande officielle et pour la première fois signa non pas Joseph Sève, mais Anthelme Sève. Ce pseudonyme, hommage à son père, symbolisait une transition. Il n'était plus le Mousse, l'enfant de la Muiron, ni le survivant de Trafalgar. Il devenait un autre homme. Sa demande fut acceptée. Il fut affecté au 6e régiment de hussards, basé à Udine, dans la plaine du Frioul. Il y arriva le 2 mai 1807, un matin lumineux, le cœur serré, mais les idées claires. Là, tout recommença. Il fallut réapprendre. Monter à cheval d'abord. Maîtriser le sabre, tirer au pistolet en pleine course, s'orienter avec une carte rudimentaire en pleine forêt. Joseph, pourtant, retrouva vite ses marques. Sa rigueur impressionna. Son regard perçant, sa discrétion, son esprit d'analyse le distinguèrent. Il n'était pas flamboyant comme certains jeunes nobles. Il était calme, efficace, déterminé. Il se lia d'amitié avec Octave Ponchapt, un brigadier d'une trentaine d'années, issu d'une famille noble déchue. Les deux hommes partageaient une vision commune, celle d'une patrie républicaine, juste, éclairée. Octave le surnommait le philosophe du bivouac, tant Joseph aimait citer Tacite, Voltaire ou Condorcet au coin du feu. Avec son nouveau régiment, il participa à plusieurs missions de reconnaissance dans le nord de l'Italie, puis en Hongrie. Il apprit l'italien, puis quelques rudiments de hongrois et d'allemand. Il négocia avec des villageois, sauva des enfants coincés dans une église incendiée, cartographia des routes non répertoriées. On le choisit pour les missions sensibles, infiltration dans les lignes ennemies, repérage nocturne, récupération de prisonniers. Il n'éprouvait plus le vertige du danger. Il marchait dans l'ombre avec l'assurance d'un homme qui a déjà frôlé la mort. Il reçut plusieurs courriers personnels de l'administration impériale. Certains portèrent la trace d'un regard attentif venu de très haut. Il soupçonnait que Bonaparte, ou ses proches, continuaient à suivre sa trajectoire. Cela ne le flattait pas. Cela l'obligeait. À l'hiver 1806, il apprit la mort de sa grand-mère maternelle, femme discrète, mais pilier de ses premières années. Il pleura seul, dans une étable, sans en parler à personne. Quelques semaines plus tard, il reçut une lettre de Marie annonçant la naissance de Louise Rousseau, sa nièce. Il sourit. Ce prénom, Louise, lui plaisait. Et Rousseau, quel étrange clin d'œil du destin. Un soir, alors qu'il écrivait sous la tente à la lueur d'une chandelle, il nota ces mots. « Je suis passé par la mer, par le feu, par le silence. J'ai changé de peau, de nom, de vie. Peut-être suis-je devenu un homme, ou peut-être suis-je encore en chemin. Mais je sens que quelque chose d'immense m'attend, quelque chose d'étranger, d'ancien. » Ce fut la dernière phrase du carnet que Marie lui avait offert. Il l'enroula dans une étoffe et le rangea avec ses effets personnels. Il ne savait pas encore que sa route allait bientôt bifurquer de nouveau, que les plaines de Hongrie n'étaient qu'un prélude, que l'Orient, un jour, appellerait son nom. Mais il savait ceci, il n'était plus Joseph, il était Anthelme, et bientôt il serait Soliman.